Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour revenir sur justement le bilan de Gabriel Attal, notre cher Premier ministre. 100 jours à Matignon, alors ce fameux bilan des 100 jours, je ne sais pas s'il a encore un sens avec la rapidité des choses. Qu'est-ce qu'il a fait en 100 jours, Gabriel Attal, à part beaucoup communiquer ? Très peu de choses, mais il a été nommé pour communiquer en réalité. Et c'est peut-être là l'hiatus, parce que on va pas non plus être injuste avec Gabriel Attal, il n'a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité parlementaire, il y a une marge de manœuvre budgétaire qui est réduite à peau de chagrin, pour ne pas dire à néant, et donc on a une capacité d'action à peu près nulle. Le problème, c'est que derrière, Emmanuel Macron a des européennes. Donc au mois de janvier, la question se pose, est-ce que les européennes sont déjà perdues, auquel cas je garde Elisabeth Borne, et puis on verra après les européennes. Le problème, c'est qu'on rentre en canard boiteux, que derrière, qu'est-ce qu'on fait pendant les 2 ans qui restent, si jamais la majorité part en carabistouille? On va essayer de lancer un nouveau souffle, on va essayer de lancer un produit de communication, et ce produit de communication va permettre de ramener des électeurs, parce qu'il va bien savoir communiquer. Le produit en question, c'est Gabriel Attal. Et en 100 jours, on a eu de la communication, mais là où c'est relativement grave, parce que, évidemment, encore une fois, les cartes ne sont pas dans ses mains. Et c'est qu'il n'a pas si bien communiqué que ça. Au bout de 100 jours, est-ce que vous êtes capable de me citer une grande mesure attalienne? En fait, il n'y en a pas eu vraiment. Non, il y a eu des punchlines, il y a eu des annonces. Il y a eu des passages sur le terrain, etc. Ouais. Mais au fond, les grands sujets structurants depuis 100 jours, l'agriculture, les finances, etc., ils viennent pas de Matignon. Ils viennent de l'actualité qui s'impose au gouvernement, ils viennent de l'Élysée, ils viennent de Bercy, ils viennent pas de Matignon. Donc on voit que là-dessus, la communication n'a pas été au rendez-vous. C'est grave pour un communicant. Il y a quand même une constante, c'est l'éducation. Le fait que Gabriel Attal veut absolument garder cette image de quelqu'un qui s'implique dans la transformation de l'éducation nationale. Avec hier des annonces qui ont choqué beaucoup de professeurs, mais aussi des avocats, des magistrats qui disent que tout ça c'est totalement illusoire, c'est extrêmement populiste, voire dangereux. La comparution immédiate à 16 ans, le maintien de peines plus lourdes, les enfants à l'école de 8h à 18h, mais avec qui, puisqu'on manque déjà de professeurs? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas là aussi, comme vous le disiez, une campagne permanente, du coup des promesses de campagne, mais dans la bouche d'un Premier ministre, ça ne devrait pas être des promesses, on devrait être sur de l'action et autre chose qu'un Grenelle, non ? Il y a 2 éléments là encore une fois, et si on veut être juste avec Gabriel Attal, il n'a pas vraiment de marge de manœuvre. On ne peut pas avoir de grands projets de loi sur l'éducation, ça passerait pas, on ne sait pas exactement comment ça tournerait. Les marges de manœuvre aujourd'hui, si on veut faire bouger les choses à l'éducation nationale, vous l'évoquiez, mais elles sont budgétaires. Hors budget, il n'y en a pas. On a même coupé dedans dans le cadre de l'économie sur 10 milliards et peut-être demain un peu plus. Donc qu'est-ce qui reste ? Il reste éventuellement des modifications organisationnelles. On peut agir uniquement dans le champ réglementaire sur le fonctionnement du service public de l'éducation nationale. Très bien, mais en la matière, forcément, vous mettez soit du symbolique, soit vous allez dans une forme de restriction un peu répressive sur certains comportements, mais vous changez pas la figure du service public de l'éducation nationale avec uniquement ça. Donc vous êtes condamné à de la communication, mais il faut voir d'où vient Gabriel Attal. Prenez la rentrée. Qu'est-ce qui fait que Gabriel Attal est aujourd'hui à Matignon ? C'est essentiellement son passage éclair à l'éducation nationale, mais marquant pour une polémique, la question de l'abaya. Du point de vue de la communication politique, l'abaya, c'est un coup de génie. Vous avez un truc qui se règle par une circulaire. Est-ce qu'il y a un vrai problème de fond ou pas ? C'est pas mon objet. Mais ça se règle par une circulaire. Si jamais c'est maltraité médiatiquement, le problème se pose le matin. À midi, vous prenez la circulaire, elle paraît au JO le lendemain. Fini, rideau, il n'y a pas de séquence médiatique. Là, Gabriel Attal construit quelque chose du point de vue de la communication politique. Il y a le teasing, attention, il y a un problème. La rentrée menacée par les abayas, ça dure 2 semaines, on en débat, etc. Ensuite, le ministre envisage de prendre une décision, il la met en scène, il prend la décision, climax, et ensuite, il y a le service après-vente de la décision. Ça dure 1 mois. 1 mois pour un truc qui paraît au JO et c'est fini. Et donc, c'est du génie de la communication, le truc de l'abaya. S'il nous fait ça à la rentrée, s'il nous fait ça de janvier à aujourd'hui, c'est 100 jours plutôt réussi, mais il n'a pas réussi à refaire ça. Il n'a pas fait ça, non, puisqu'il a été obligé de réagir à chaud à la crise agricole. Ça, c'était pas prévu. Exactement. Alors, de manière de communicant, on se rappelle de ce discours sur la botte de paille avec les fiches Bristol en disant on vous a compris. Visiblement les mesures
tarde à venir. On voit que ça se renvoie la balle entre les ministères. La crise aussi du déficit public, comme vous le disiez, ça c'est Bercy qui gère, et du coup c'est Bruno Le Maire qui prend la lumière. Gabriel Attal, lui, revient finalement sur ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire l'autorité à l'ancienne, hein, l'uniforme. Ça a commencé au SNU d'abord, hein, le service national universel, et on voit que ça revient, l'uniforme à l'école, les mesures pour les élèves perturbateurs, hein, qui seraient marqués à vie de toute leur vie scolaire sur ce qu'ils font. Enfin, on a l'impression de revenir en arrière, de pas avoir de mesures vraiment qui vont changer quoi que ce soit, hein, sur l'apprentissage ou sur une meilleure éducation. Est-ce que là, c'est parce que, encore une fois, il parle à l'électeur macroniste et donc il va essayer de séduire un certain électorat pour les européennes, simplement? Alors, on a la conjonction de deux choses. D'abord, il y a une stratégie qui est une stratégie personnelle. C'est ça qu'il identifie dans l'opinion. Quand il parle agriculture, quand il parle économie, il n'est pas identifié, il n'est pas visible, il n'est pas audible, et, soyons encore une fois pas injustes, il n'a pas la main. Sur la question du déficit, ça se joue entre l'Élysée et Bercy. Matignon est court-circuité en la matière. Donc, ce faisant, il revient à ses fondamentaux, ce qui, du point de vue du narratif personnel, est pas idiot, parce que sur ces sujets, il est crédible. Il n'est pas tombé trop dans les sondages, ce qui, pour un Premier ministre après 2 mois, est pas si mal. Et donc, il parie sur ses fondamentaux, mais ce faisant, eh bien, il construit une forme de contre-récit. Les 100 jours de Gabriel Attal, Valérie Ayé, Emmanuel Macron, qui sont en plein dans le discours de la Sorbonne, il faut pas qu'on soit trop ridicule dans 2 mois face à la liste de Glucksmann et à celle de Bardella, ils en ont rien à faire. Donc là, on est vraiment dans un logiciel qui est un logiciel attalien, si vous voulez. Et ça, il n'a pas forcément été nommé pour ça, hein. Je rappelle, il était nommé pour lancer un souffle, pour pas que les européennes se passent trop mal. Et donc là, on a une sorte de logiciel parallèle. Ensuite, et là où malgré tout, il fait les affaires, je dirais, du bloc macronien du point de vue de la mobilisation électorale, c'est qu'en effet, il s'adresse à cette base électorale, et pas qu'au centre-droit. Parce que quand vous regardez l'électorat de centre-gauche, l'électorat notamment qui peut hésiter entre Glucksmann, Ayé et les Verts, c'est en fait un électorat assez poreux. Même si les Verts sont pas un parti de centre-gauche, leur électorat se situe plutôt au centre-gauche. C'est un électorat très attaché à l'autorité. Il est très attaché à ses symboles d'autorité, etc. Il est très ferme sur la laïcité, il est très ferme, etc. Donc cet électorat-là peut être un électorat qui répond de même que celui de centre-droit. Quand vous parlez de ces sujets-là, vous triangulez sur votre propre base électorale. C'est une preuve relative de faiblesse parce que cet électorat, il est limité en nombre, mais il est très mobilisable, et quand vous êtes en situation de menace, quand on vient vous chercher vos électeurs, eh bien, lui parler n'est pas tout à fait idiot. Il a dit 2 choses hier. Il a certes parlé des questions d'autorité, etc., mais il a dit également les 2 milliards de réduction d'impôts sur les classes moyennes, on n'y touche pas, ils resteront. C'est le même électorat. Donc on voit que là-dessus, que ce soit sur le volet économique, le volet symbolique, le volet autorité, il parle à sa base électorale, ce qui, en situation de difficulté électorale, est pas idiot. Et il y a aussi ce verrouillage aussi de la communication gouvernementale, puisqu'on a appris, alors déjà que le service d'information du gouvernement a lancé un appel d'offres pour plus de 80 millions d'euros, hein, pour des agences de com, et que tout qui est de l'ordre de la prise de parole de ministre doit être validé par le service de com de Matignon, y compris les citations dans la presse hebdomadaire ou quotidienne. Ça aussi, est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est une pratique qui est là et qui s'intensifie peut-être avec Gabriel Attal qui ramène ça du porte-parole là d'une certaine façon? Alors, c'est pas nouveau. Ça a théoriquement toujours été le cas. Ça a pratiquement jamais été respecté, notamment par un certain Gabriel Attal, qui, pendant qu'il était dans les différents ministères qu'il a occupés, notamment à l'Éducation nationale, n'avait pas grand-chose à faire de ce que pouvaient dire Matignon et Elisabeth Borne. Et c'est le jeu, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous êtes ministre, vous essayez souvent soit d'être calife à la place du calife, Premier ministre à la place du Premier ministre, voire président à la place du président, et puis vous développez votre propre narratif personnel, et puis on va être tout à fait franc. L'actualité et sa rapidité aujourd'hui fait que, si vous n'êtes pas en capacité de réagir dans la journée, et Matignon n'a pas le temps de filtrer, de réécrire les interviews de façon en flux tendu, eh bien vous perdez le rythme. Donc c'est pas possible en réalité, mais ça montre une forme de fébrilité. Aujourd'hui, Gabriel Attal est pris entre d'un côté des ministres qu'il a du mal à contrôler, il n'a pas de capital politique, hein. C'est sa vraie difficulté. Il n'a pas de troupes dans la majorité, c'est pas François Bayrou, Édouard Philippe qui ont une partie de la majorité. Il n'a pas non plus, il n'est pas à la tête du parti. N'étant pas à la tête du parti, il n'a pas accès à la mine d'or qu'est le parti politique
en termes de ressources, y compris financières, et donc de capacité à s'imposer aux autres ministres. Et il doit tout à Emmanuel Macron, donc finalement il est très en position de faiblesse, c'est ce que vous dites. Il doit tout à Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui lui fait une confiance limitée, Emmanuel Macron qui aimerait qu'il s'investisse plus ailleurs, notamment dans la campagne. Donc ses ressources politiques sont aujourd'hui extrêmement réduites. Donc quand vous en êtes à blinder sur des trucs dont vous savez que ça ne marche pas et de construire des effets de filtre administratifs, etc. sur la communication, c'est que vous êtes quand même en situation de faiblesse, que à défaut d'autorité que vous êtes capable d'imposer cette fois-ci à vos ministres, vous cherchez le corsage. Très bien. Eh bien, on va se retrouver dans un instant pour poursuivre ce bilan des 100 jours de Gabriel Attal à Matignon avec notre invité Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public. Si vous souhaitez réagir, 0826 300 300 au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on continue de dresser le bilan des 100 jours de Gabriel Attal à Matignon avec notre invité Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public. Et on a au téléphone un auditeur, Dust, qui est en Haute-Garonne. Bonjour Dust. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à votre invité. Alors, moi, en gros, je valide son discours sur Gabriel Attal, mais je ne suis pas du tout surpris. Parce qu'en fait, le problème de Gabriel Attal, c'est le problème qui est commun à tous les libéraux, c'est qu'ils sont ultra compétents pour gérer leur propre carrière, mais ils n'ont aucun sens du bien commun, ou des autres, ou du groupe, ou du peuple. Et du coup, leur liberté, elle ne s'arrête pas au commun celle des autres. Et c'est pour ça que c'est des gens qui réussissent, parce que en fait, ils sont quand même assez égoïstes. Par contre, en politique, le minimum, c'est d'avoir un peu de sens commun. Et de faire de l'action pour les autres. Ouais. Et ça, ils en sont tout le temps incapables. Alors, Benjamin Morel, cette constante égoïste finalement et carriériste plutôt que altruiste. Et d'ailleurs, il y avait une étude américaine qui montrait que le centre était un des courants politiques les moins amoureux de la démocratie, qui regardait la démocratie avec circonspection. Oui, parce qu'il y a eu l'impression dans une partie de l'électorat centriste, ce qu'Alain appelait le sac de la raison. En fait, la raison était là. Or, on ne discute pas la raison. La raison s'impose. Et donc, on ne discute pas du caractère bleu du ciel, sauf si on a un problème de vue. Et donc, quand vous avez une partie de la population qui vous dit que vous vous trompez, comment ça vous vous trompez ? Souvenez-vous le traité de 2005, TCE. Ouais. Le peuple a eu tort de voter contre, et donc ce faisant, on va faire passer ça par voie référendaire, par voie de congrès, parce que là, on est entre gens raisonnables, entre guillemets, et évidemment, la raison devait conduire à ratifier le traité. Donc ce logiciel-là, ce discours-là, il est très situé idéologiquement et politiquement. En réalité, on est dans un logiciel qui s'est développé dans les années 90. Dans les années 90, on cesse de croire dans les grandes idéologies. C'est pas un gros mot, l'idéologie. C'est la troisième voie de Blair, c'est ça, c'est-à-dire, au Royaume-Uni. Les idéologies sont mortes. Or, l'idéologie, c'est un rapport logique entre des idées, je le rappelle. Et donc, ces idéologies, elles avaient leur sens, leur construction, etc. Mais dès le moment où on considère que l'idéologie, c'est mal, que n'existe que la gestion, et que la gestion passe par des indicateurs qu'on peut chiffrer, qui eux-mêmes partent d'objectifs, qui partent d'une réalité qui est une réalité fondamentalement idéologique, libérale, centriste. Et bien, à ce moment-là, il n'y a qu'une voie. C'est le There is no alternative de Thatcher. Et donc, ce faisant, s'il n'y a qu'une voie, tout ce qui va à l'encontre de cette voie, au mieux nous retarde, au pire nous enfonce. Et donc, le peuple n'est là que pour légitimer et on ne lui parle plus. On fait de la pédagogie à son égard. Et donc, cette évolution-là du discours, de manière générale dans la classe politique occidentale, a été fondamentalement problématique parce qu'elle a conduit à ne plus former que sur le fond à une idéologie, sans construire vraiment d'alternatives politiques. Et aujourd'hui, on a un monde en crise, où cette idéologie se casse la gueule, on n'a plus vraiment d'alternatives parce que les partis politiques, là-dessus, n'ont pas fait leur job. C'est dévitalisé d'une certaine façon. Exactement, et puis il y a la propagande, la censure, enfin on voit bien le climat de censure actuel qui fait froid dans le dos en démocratie. On a Pascal de Grenoble qui souhaitait réagir également. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Ravi de vous avoir. C'était pour le monsieur l'intervenant, excusez-moi, j'ai pas son nom. Monsieur Morel, Benjamin Morel. Monsieur Morel, voilà, ouais. Oui, voilà. Je voulais vous poser une question dans un premier temps. Les trans, je sais pas si on dit transgenre, transgenre. Mais ça, c'était le débat d'avant. Oui, ça, c'est pas pour moi. C'était l'invité d'avant. Là, on parle de Gabriel Attal.
Ah zut. J'écoutais en déféré, excusez-moi. Ah voilà, donc non, alors c'est fallait appeler avant. Désolé. Gabriel Attal, j'ai rien demandé. Hein. Voilà, non, il n'est pas trans, Gabriel Attal, jusqu'à preuve du contraire. Mais merci Pascal, on a Lila, 65 ans de Lyon, qui elle souhaite réagir sur Gabriel Attal. Bonjour Lila. Pas que sur Gabriel Attal, mais je voulais simplement dire à Monsieur Morel, que je vois passer de plateau en plateau, j'ai eu la même analyse que lui, parce que en l'écoutant, je me suis dit, ce que j'avais eu comme intuition était bonne. Pour moi, le passage furtif à l'éducation, c'était pour pouvoir le lancer et pour que les Français se disent on n'est pas étonné, il est bon, on va être content. Voilà, Monsieur Attal, on est d'accord. Moi, ce que je voulais demander à Monsieur Morel, que j'ai souvent écouté, je voulais vous demander comment se fait-il que ce gouvernement, aussi bien Monsieur le nouveau Premier ministre, Monsieur Attal, n'écoute pas les Français, et il n'y a pas beaucoup de commentaires. Un exemple, on a eu les infirmières qui ont défilé, qui ont manifesté pour informer, pour avertir, pour dire attention, il va y avoir des problèmes à l'hôpital. On a eu le Covid. Maintenant, on a les agriculteurs, pareil, qui à l'avance commencent à dire il y a des choses qui vont pas, pour justement nous préparer, parce que pour moi, je pense que l'avenir, il est dans le jardin. Ça sera la nourriture. Et j'entends jamais tous ces experts, tous ces économistes parler justement de tout ce qui est important, et notamment l'agriculture. Et puis je voulais aussi poser une question à Monsieur Morel. Comment se fait-il que ce gouvernement, même Monsieur Attal, court dans tous les sens, faire de la communication, et quand il s'agit de recevoir les Français ou de les écouter, ils veulent pas leur parler. Un exemple, Monsieur Macron avait parlé plutôt aux maires plutôt qu'aux personnes, aux Français normaux. Oui, ou le grand débat qui était mis en scène. Ouais. Alors, Monsieur Morel, cette non-écoute des Français, en fait, cette communication top-down, où il n'y a pas vraiment d'écoute, les cahiers de doléances des Gilets jaunes qui ont été enterrés. D'ailleurs, il y a une pétition pour qu'ils soient rendus publics. Enfin, le grand débat où Emmanuel Macron se mettait en scène pour parler pendant des heures seul. Et là, Gabriel Attal qui fait à peu près la même chose en réalité. Ça fait partie aussi là de l'ADN du macronisme. Ça renvoie exactement à ce qu'on disait tout à l'heure en réalité. Vous savez, le grand débat, c'est intéressant parce que pour avoir l'œil un petit peu sur le programme législatif avant le grand débat est à peu près le même que celui après le grand débat. Sauf que derrière, il y a le grand débat et puis il y a la conférence de presse, vous vous souvenez, dans la grande salle de l'Élysée, où en fait, on légitime des projets de loi qui étaient déjà dans les tuyaux, comme des solutions à la crise des Gilets jaunes qui auraient été trouvées pendant le grand débat. Donc le grand débat a servi de légitimation à quelque chose qui était déjà dans les tuyaux. Et donc on voyait que ça rejoint le There is no alternative de tout à l'heure, c'est-à-dire que... Grand débat qui était aussi en période d'élection européenne. Exactement. Et là on était sur une campagne déguisée en réalité pour les Européens. Alors il y avait une campagne déguisée, il y avait une façon de mobiliser son électorat, également de calmer. Enfin, c'était un vrai très très bon coup de com'. On parlait de la Baïa tout à l'heure, mais le coup de com' grand débat est un excellent coup de com' et vous revendez les mêmes solutions. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas ? Je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Là aussi, on l'évoquait tout à l'heure, mais les partis politiques, qui étaient des lieux où, malgré tout, vous pouviez justement avoir des ramifications sur le terrain. Les corps des élus locaux, l'administration déconcentrée, tout ça a été fragilisé. Il n'y a plus de lien entre la base et le terrain. Et ensuite, on a une homogénéité sociologique très très forte au sein, aujourd'hui, des gouvernements de type centriste. Et à la fois dans la composition, y compris dans l'électorat. Vous regardez un petit peu, par exemple en 2017, plus vous vous élevez dans l'échelle de revenus, plus vous avez de chances de voter Emmanuel Macron. Plus vous vous abaissez, moins vous avez de chances de voter Emmanuel Macron. Donc c'est la première fois dans l'histoire qu'on a à ce point-là une homogénéité sociale dans les votants, et ensuite ce qui fait la base en fait qui ne bouge pas, le socle électoral. Exactement. Et je veux dire, c'est pas en soi mal. Je veux dire, chacun vote pour qui il veut évidemment, mais ça fait qu'ensuite la possibilité de s'ouvrir à d'autres conceptions du monde, à d'autres problématiques, devient beaucoup plus difficile. Donc il n'y a plus de lien sur le terrain. Il n'y a plus de relais, et en même temps, il y a un entre-soi. Mais il y a même aussi le choc du réel, en fait, sur l'idéologie. Enfin, voir ceux qui défendaient la mondialisation heureuse parler maintenant de souveraineté, ça pose question aussi. Ça pose question, mais là, on est, je dirais, encore une fois, dans la communication. Prenez la notion de souveraineté européenne. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens, mais c'est pourtant utilisé par Valéry Rayet. Pourtant utilisé par Emmanuel Macron dès son discours devant le Congrès en 2017. Il emploie à ce moment-là ce terme-là. La souveraineté, on le sait depuis Jean Baudin, elle est une. Donc soit vous avez un État fédéral européen qui est souverain, soit vous avez une République française qui est souveraine. Sinon, l'Union européenne est une organisation internationale dans laquelle on opère des partages de souveraineté, etc. Mais c'est en rien une souveraineté européenne. Donc prendre ce concept
de souveraineté, les vider de sa substance, lui injecter une autre substance et l'envoyer dans le débat public, ça c'est très moderne et très macronien comme méthode de communication. Ça peut fonctionner, mais à terme, enfin ça fonctionne du point de vue de la com, mais à terme ça trouble également la vision politique que l'on peut avoir, parce qu'aujourd'hui quand vous parlez de souveraineté, eh ben, dans le débat public, vous ne voulez plus rien dire. Oui, mais on voit aussi sur le CETA, la façon dont le traité va revenir en douce avec la visite au Canada de Gabriel Attal pour rassurer les partenaires canadiens, où là-bas il a dit que le CETA passera quoi qu'il en coûte, quasiment, alors que ici en France, le débat c'est les sénateurs rejettent le CETA, refus du débat à l'Assemblée nationale, et puis c'est les agriculteurs qui continuent de se poser des questions sur ce traité transatlantique. Oui, alors qu'il y aurait probablement pas de majorité aujourd'hui pour voter ce CETA. Et c'est toute la difficulté, c'est toute la difficulté aujourd'hui d'un gouvernement qui part du principe que, et c'est ce que l'on évoquait encore une fois tout à l'heure, mais qu'il n'y a qu'une alternative en la matière. Le CETA doit être ratifié, et à partir de là, ce qu'en pense le peuple, ce qu'en pensent même les parlementaires, eh bien c'est secondaire parce que tout a été négocié en amont, notamment avec les partenaires européens et les Canadiens, et donc il n'y a plus le choix. Merci beaucoup Benjamin Morel, Merci politologue et maître de conférence en droit public, d'être revenu avec nous sur la campagne européenne et le bilan de Gabriel Attal à Matignon. Tout de suite, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff. À 13h, ils reçoivent Jean-Marie Poiré, le célèbre réalisateur des Visiteurs et aussi du Père Noël est une ordure. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.